Bonjour à tous, je m'appelle Reda Habib et j'ai le plaisir d'être aujourd'hui le modérateur de ce webinaire réalisation du premier semestre 2021 et prévision 2021-2022 des sociétés cotées à la bourse de Casablanca. Tout d'abord, je souhaite, au nom de BMCE Capital, vivement vous remercier de nous avoir rejoints pour cet événement organisé exclusivement pour les clients. Donc, pour cette occasion, BKGR, donc BMCE Capital Global Research, a mobilisé toute son équipe equity pour nous aider à décrypter les principales tendances des sociétés cotées pour fin 2021 et pour l'année 2022. Ce webinaire durera environ 1 heure à 1h15 et se déroulera en deux grandes parties. Une présentation d'une trentaine de minutes pour commencer, puis une session de questions-réponses. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent commencer à poser vos questions par écrit directement sur l'application Zoom. Donc, sans plus tarder, je donne la main aux analystes et aux experts de BMCE Capital Global Research qui vont dérouler la présentation. Cette présentation est intitulée 2021-2022, remontada prometteuse. Donc, un peu pour refléter le fort rebond de l'économie nationale et du marché boursier qui a été enregistré sur l'année 2021. Donc, on va commencer avec Yacine Hmimi. Bonjour Yacine, je te cède donc la parole pour dérouler la présentation. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Reda. Alors tout d'abord, on va commencer par présenter le cadre macroéconomique global. Ce qu'il faut dire à ce titre, c'est que la reprise de l'activité se poursuit en 2021. La croissance devrait atteindre plus 6,2% selon la récente anticipation de Banque Maghreb. C'est une estimation qui se justifie par plusieurs facteurs, notamment l'allègement des restrictions sanitaires après le bon déroulement de la campagne de vaccination et aussi l'excellente campagne agricole avec une récolte de 103 millions de quintaux. Pour l'année prochaine, il est attendu que la croissance atteigne plus 3,2% selon le projet de loi de finances 2022. Sinon, au niveau des finances publiques, on peut dire que la pression budgétaire s'est allégée cette année. Le déficit avoisine à peu près 38 milliards de dirhams à fin septembre. Cette situation n'aurait pas été possible sans la résilience des recettes fiscales, notamment celles de l'IR et de la TVA. En 2022, le déficit budgétaire devrait baisser à moins 5,9% du PIB, conformément aux anticipations de l'exécutif dans le cadre du projet de loi de finances. Cette dynamique de l'économie nationale s'est traduite aussi sur le front des échanges extérieurs, avec notamment une hausse des exportations et des importations de plus 24%, plus 23% respectivement. Les exportations ont été principalement tirées par les expéditions de l'automobile et des phosphates, alors que les importations ont été principalement soutenues par la facture énergétique. D'ailleurs, en parlant de la hausse de la facture énergétique, cela devrait se refléter dans les mois à venir au niveau du comportement des prix. L'inflation pourrait s'accélérer à l'image de ce qui est observé actuellement aux États-Unis, en Europe et un peu partout. Mais sinon, jusqu'ici, il faut le souligner, l'inflation reste sous le contrôle des autorités et l'inflation il s'est établi à plus 1,2% en septembre en glissement annuel. Dans la slide 4, si vous permettez, donc dans la slide 4, nous avons 4 graphes qui récapitulent un petit peu tout ce qu'on vient de dire, aussi bien sur la croissance, l'inflation, les échanges extérieurs et le déficit budgétaire. Maintenant, passons à la slide 5 où nous présentons notre scénario économique. Nous tablons pour l'année 2022 sur une croissance économique de plus 3,3%, une anticipation qui est proche de celle retenue par l'exécutif dans le cadre du projet de loi de finances et proche aussi de celle de Banque Maghreb. Notre projection tient compte d'un repli de la valeur ajoutée agricole de moins 9,6%, sous l'hypothèse d'un retour de la production céréalière à son niveau normatif après l'excellente campagne de 2020-2021. Sinon, pour la composante non agricole, il devrait bondir de plus 5,1%. Maintenant, passons à la slide 6. Nous avons notre cartographie des risques et des opportunités. Les principales menaces sont notamment la hausse des prix des hydrocarbures et des matières premières, qui devrait se poursuivre l'année prochaine. La persistance de la crise sanitaire reste aussi un risque. Sinon, au niveau des opportunités, nous avons la poursuite de la vaccination, la hausse de la demande intérieure,
la mise en œuvre du plan de relance économique, tout cela constitue les principales opportunités pour l'économie nationale. Voilà un petit peu un topo macroéconomique global. Maintenant, je cède la parole à Rita Benider pour poursuivre sur la partie marché. Voilà, je te laisse la parole, Rita. Merci Yacine. Merci Yacine. Donc, je vais poursuivre sur la partie marché. Mais avant de se pencher sur les réalisations S1 2020 et les forecasts, nous allons faire un overview du marché en 2021. Donc, en termes de performance du MASI, nous sommes à des niveaux qui sont très, très élevés. C'est-à-dire que c'est le plus haut niveau qui a été enregistré sur les 4 dernières années, avec une performance year-to-date de 18,13%. Alors, slide suivante, donc en termes de volumétrie, nous avons une certaine dynamique, puisqu'effectivement, en volume global, on a une progression de pratiquement 33%. Et c'est aussi bien au niveau du marché central que le marché de bloc. Bon, ceci dit, sur le marché central, la progression est relativisée, elle est de 12%, puisqu'effectivement, il y avait déjà une dynamique qui avait été constatée au T2 sous l'effet de panique qu'il y avait eu l'année dernière à la suite de l'annonce, de la crise sanitaire. Alors ensuite, par rapport au marché de blocs, donc on a une très très bonne progression, donc un bond de 2,4 fois des volumes de blocs. C'est essentiellement l'opération de 35% des parts de l'État qui ont été cédées, qui étaient détenues au niveau de Marsa Maroc. Donc, ce qui a permis de dynamiser le marché d'un point de vue volumétrie, mais globalement, on est sur des progressions qui sont assez intéressantes, même en termes d'échanges quotidiens. Slide suivant. Donc, en termes d'indicateurs boursiers, le marché action devrait continuer d'offrir un rendement qui devrait être plus intéressant que celui des bons du Trésor en 2021. Ceci dit, on a remarqué qu'il y avait un léger resserrement de ce spread. Bon, il est de 60 points de base en 2021, mais il était à 100 points de base en juin, et ce, compte tenu de la poursuite du train haussier du marché boursier. Alors, en ce qui concerne les niveaux de valorisation, donc ils ont baissé, ils devraient baisser en 2021. On est à 26,3 des bénéfices, avant d'atteindre un niveau de 21 fois les bénéfices en 2022. Bon, ça reste quand même un niveau qui est élevé, mais on observe on est aux alentours de 20,9 fois les bénéfices sur les 5 dernières années. Mais si l'on compare par rapport aux peers internationaux, on est largement en deçà, puisqu'ils sont aux alentours de 13 fois les bénéfices en 2021. Alors, en ce qui concerne les réalisations commerciales, donc au S1 2021, elles ressortent très, très intéressantes, très satisfaisantes, puisque on a quand même une orientation qui est globalement haussière, comme cela a été communiqué au niveau du earning qui a été publié juste à la suite de la publication de l'ensemble des résultats, donc début octobre. Alors, sur le plan commercial, on a des revenus qui sortent en progression de 7,5%. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été drivé aussi bien par les industries qui ont connu une hausse de 10%, que les assurances avec une progression de 9%. Alors, si l'on compare par rapport au S1 2019, qui est une année plutôt normative, donc on a une progression de 10,3% du chiffre d'affaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 41 sociétés, ce qui représente pratiquement 65% de la CAPI, qui ont réussi à drainer au S1 2021 un chiffre d'affaires qui est supérieur à celui qui a été constaté en 2019. Donc, on commence à revenir à des niveaux qui sont plus ou moins normatifs. Alors, en termes de performance opérationnelle, donc le résultat d'exploitation a affiché une hausse à 2 chiffres. Cette progression profite de l'amélioration des performances opérationnelles des industries, notamment les opérateurs GPL, puisqu'ils ont pu profiter d'une nette progression des prix, mais également des volumes vendus. On a également les cimenteries qui ont enregistré un taux d'utilisation qui est plus élevé qu'au S1 2020. Mais on a également la non-récurrence des dons Covid, parce qu'on sait que pour les financières, c'est comptabilisé en charge opérationnelle.
On a également, dans une moindre mesure, la reprise des marchés financiers pour les compagnies d'assurance, donc les compagnies d'assurance ont pu bénéficier de cette reprise des marchés, alors qu'on se rappelle que l'année dernière, c'était des niveaux qui étaient très, très bas. Alors, ceci dit, en termes de marge opérationnelle, on a une amélioration de 3,1 points, ce qui est tout à fait honorable. Il y a un certain nombre d'opérateurs qui ont mis un certain nombre de process pour pouvoir améliorer l'efficacité opérationnelle en maîtrisant leurs coûts. Donc, ce qui a permis cette belle progression de 3 points. En ce qui concerne la capacité bénéficiaire, donc, elle a doublé par rapport au S1 2020 et elle profite aussi bien de la hausse du RNPG des sociétés industrielles qui a connu une hausse de 84%, mais également des financières et des assurances qui ont doublé ou triplé pour les compagnies d'assurance. Mais ce qu'il faut savoir, que même si on retraite des dons Covid, qui était une part importante, à peu près 3 milliards, pratiquement 4 milliards plutôt au S1 2020, on a quand même une masse bénéficiaire qui a progressé de 31%. Alors, si on s'intéresse aux principaux contributeurs, slide suivante, on voit que les banques, bien évidemment, restent l'un des principaux contributeurs avec une part de 3,4 milliards au niveau de la capacité bénéficiaire, les matériaux de construction, les télécoms, tout ça, nous le verrons par la suite quand on fera un focus sectoriel, on pourra se pencher plus en détail sur l'évolution des principaux agrégats. Alors, si on décortique l'évolution de cette capacité bénéficiaire, on se rend compte que 55% de cette évolution provient de la non-récurrence des dons Covid. Comme je l'ai cité tout à l'heure, c'est à peu près un montant de 4 milliards en net. On a également 40% qui provient de la baisse du coût du risque, mais également, on a 5% qui provient de l'amélioration des résultats opérationnels, donc notamment pour les sociétés industrielles. Alors, pour la slide suivante, on a fait l'exercice de comparer le S1 2021 au S1 2019 qui est jugé normatif. Donc, ça, c'est l'exercice qui a été fait pour la capacité bénéficiaire. Donc, on note qu'un certain nombre de secteurs ont réussi à tirer leur épingle du jeu, tandis que d'autres ont été, à l'inverse, lourdement impactés et ne sont toujours pas parvenus à remonter la pente. Alors, si dans les détails, donc on se rend compte qu'il y a à peu près 40% des secteurs, ça représente à peu près 40-50% de la 45% de la CAPI, les sociétés ont dépassé le niveau qu'elles affichaient à fin 2019. On a même un certain nombre de secteurs comme le secteur pharmaceutique, la distribution spécialisée, l'industrie chimique qui ont affiché des croissances à 2 chiffres par rapport à 2019. En revanche, il y a un certain nombre de secteurs. Donc, par exemple, le tourisme, qui est l'un des secteurs économiques qui a été le plus durement touché par la crise, même au niveau mondial, avec des réalisations qui restent loin derrière le niveau normatif de 2019. On a également les télécoms qui peinent à retrouver leur niveau pré-pandémie. Effectivement, il y a eu l'effondrement des revenus roaming et international, puisqu'effectivement, il y avait une restriction de déplacement. Mais on a également le secteur immobilier qui aurait du mal à se redresser, qui souffre encore d'une conjoncture sectorielle difficile et d'un tassement de la demande. Mais globalement, ce qu'on doit retenir, c'est qu'en termes de rentabilité, la capacité bénéficiaire globale retrouve pratiquement son niveau pré-pandémie. Le différentiel par rapport au S1 2019 n'est que de moins 4%. Alors, en termes de perspective, donc on s'est appuyé bien évidemment sur les réalisations au S1 2021, mais sur notre lecture des tendances d'ici la fin de l'année pour pouvoir faire nos prévisions sur 2021 et 2022. Donc, on a réajusté nos prévisions. Donc, en termes de réalisation commerciale, nous anticipons une progression d'à peu près 7% pour les valeurs de notre stock de 40 valeurs couvertes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à une progression d'à peu près plus de 2% par rapport à 2019. Donc, on fait toujours cet exercice de comparer par rapport à 2019 pour voir si on est revenu à un niveau normatif. Donc, ça regroupe essentiellement une amélioration d'à peu près 4% du PNB des financières et d'une hausse attendue de 7,5% du chiffre d'affaires des industries. Nous reviendrons plus en détail sur ces éléments. Alors, s'agissant du volet opérationnel, selon nos estimations, le résultat d'exploitation devrait afficher en 2021 une amélioration d'à peu près 11% et de plus 9,4% par rapport à 2019.
Donc, cette évolution s'explique essentiellement par la non-récurrence de la comptabilisation des dons Covid, notamment pour les financières, comme on l'avait précisé, ça avait été comptabilisé en charge d'exploitation. Donc, voilà, l'une des principales explications. Après, si on décortique l'évolution de la marge qui devrait progresser selon les estimations de 1,1 point, on a un certain nombre d'éléments qui contribuent positivement, notamment la non-récurrence des dons Covid pour un additionnel de 0,9 points. On a également l'amélioration opérationnelle pour 0,4 points et également un mix produit qui a été favorable pour un certain nombre d'opérateurs. Donc, on a un gain en marge opérationnelle de 0,3 points. Ceci dit, la hausse des intrants et des produits énergétiques devrait pénaliser en 2021 notre marge opérationnelle de moins 0,6 points. Enfin, sur le volet bottom line, au niveau de la capacité bénéficiaire, nos estimations d'évolution prévoient une hausse de plus de 50% en 2021. Donc, on dépasserait le niveau de 2019 de 6%, sachant qu'on avait vu qu'au S1 2021, on n'avait pas encore dépassé le niveau de 2019, mais en fin d'année, nous anticipons une hausse de pratiquement 6%. Alors, si on retraite des dons Covid, le RNPG devrait ressortir en progression de 26%. Alors, en 2022, on continue on prévoit également une progression de pratiquement 11%. Bon, c'est une progression de moindre ampleur, mais une tendance qui devrait être globalement haussière. Alors, on a fait l'exercice puisqu'effectivement, au moment où on a fait nos forecasts, on n'avait pas encore le projet de loi de finances qui était sorti. Donc, on a fait l'hypothèse d'une reconduction éventuelle de la contribution de solidarité par la loi de finances 2022. Donc, on aurait un RNPG qui devrait progresser de 7%, sachant qu'on a estimé l'impact de cette contribution de solidarité à peu près à 1,2 milliard si elle était reconduite sur l'exercice 2022. Donc, on passe de 11% à 7%, donc on perd quand même 4 points de croissance si on a reconduction de cette mesure. Alors, si l'on s'intéresse aux principaux contributeurs, donc là, on devrait avoir les bancaires, bien évidemment, à 53%, puisqu'effectivement, on a la baisse du coût du risque, mais également la non-récurrence du don Covid. On est à 15,4% à peu près, qui est expliqué par la non-récurrence des moins-values qui avaient été constatées sur les valeurs immobilières en 2020. C'est quand même 1,5 milliard. Mais également, on a la contribution de 13% à la hausse du secteur des matériaux de construction suite à une reprise attendue de l'activité. Alors, en 2022, slide suivante, donc l'analyse du breakdown fait état d'une capacité bénéficiaire qui devrait ressortir avec une contribution positive attendue de l'ensemble des secteurs de notre scope, avec bien évidemment une prédominance qui reste là pour le secteur bancaire, puisqu'il contribue à 27%. Alors, si on doit récapituler, on doit retenir quelques chiffres. Donc, la capacité bénéficiaire devrait progresser selon nos estimations de 50%. Retraitée du don Covid, elle devrait progresser de 25%. Et si l'on retraite des provisions qui étaient un élément exceptionnel sur les immobilières et des dons Covid, on serait sur une progression de 17%. Donc, c'est ce chiffre qu'il faut retenir pour éliminer tous les éléments exceptionnels qui pourraient impacter la capacité bénéficiaire en 2021 par rapport à celle de 2020. Alors, dernier point, donc les catalyseurs du marché action. Donc pour clôturer cette partie marché, nous représentons l'ensemble des catalyseurs qui ont été identifiés sur différents aspects, à savoir la croissance économique, la capacité bénéficiaire, l'arbitrage action et obligations, et nouveaux modèles de développement. Donc, par rapport aux premiers points, ils ont été évoqués au niveau de la présentation. Donc, je souhaiterais juste revenir sur l'arbitrage action. Obligations. Donc, sur 2021, ça a été quelque part consommé, mais sur 2022, on pourrait s'attendre à un arbitrage défavorable pour le marché action, puisqu'effectivement, on constate déjà qu'il devrait y avoir un risque de hausse des taux. Alors, s'agissant du nouveau modèle de développement,
sur 2022, ça devrait être un réel catalyseur parce qu'on a un certain nombre d'objectifs qui devraient contribuer à l'amélioration des marchés, notamment l'augmentation du nombre de sociétés cotées à horizon 2035 avec une capitalisation cible qui devrait représenter 70% du PIB du Royaume et une amélioration de la liquidité du marché via l'introduction de nouveaux instruments et produits financiers. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui devraient pouvoir représenter des catalyseurs, du moins en partie sur 2022. Donc, sans plus tarder, nous allons poursuivre sur un focus sectoriel où on rentrera plus en détail sur les prévisions et les réalisations d'un certain nombre de secteurs. Et également, on vous donnera également les recommandations pour les sociétés qui font partie de ces secteurs. Donc, je donne la parole à Khadija Youssi pour poursuivre sur le secteur des banques. Voilà, merci. Merci beaucoup, Rita. Bonjour à tous. Donc, je vous propose de commencer par les perspectives qui devraient se présenter pour les banques marocaines cotées, donc que ce soit en 2021 ou en 2022. Donc, comme vous le savez, le secteur bancaire a connu une année 2020 assez difficile, qui a été justement marquée par une baisse des réalisations en raison de deux principaux éléments, à savoir la hausse du coût du risque et l'impact négatif lié aux contributions au fonds Covid-19. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, le secteur bancaire fait l'objet d'une reprise confirmée, comme en atteste la hausse de 2 fois de la capacité bénéficiaire qui a été observée sur le S1. Et c'est une reprise qui devrait se poursuivre également sur le S2 grâce à différents facteurs. Donc, dans le détail, les crédits bancaires devraient poursuivre leur hausse en 2021, profitant notamment de la prolongation des offres de garantie d'Aman Relance jusqu'à fin juin, mais aussi de l'amélioration attendue des crédits aux investissements, particulièrement sur le S2. Donc, cette situation devrait se traduire par une certaine dynamique commerciale qui va venir justement impacter positivement le PNB. D'ailleurs, il devrait progresser de près de 4% en 2021, tiré par deux principaux éléments. Donc, le premier élément concerne la bonne tenue de la marge d'intérêt et le deuxième élément porte sur l'appréciation de la marge sur commission qui est liée à l'arrêt de la gratuité des services qu'on a pu constater l'année dernière, mais aussi à la reprise des flux en agence et des flux monétiques. Donc, en ce qui concerne les réalisations opérationnelles, le RBE devrait s'améliorer de 15%, compte tenu d'un allègement des charges générales d'exploitation avec la non-récurrence des dons au fonds Covid-19. Donc, c'est un impact d'à peu près 2,4 milliards pour les banques de notre scope. Passons maintenant au volet risque, et je pense que c'est le volet qui suscite aujourd'hui beaucoup d'intérêt et de questionnement. Donc, dans la continuité du premier semestre, on devrait assister à un allègement de près de 35% du coût du risque en 2021. Donc, c'est un taux de 1,1% contre 1,8% en 2020 et 0,7% en 2019. Puisqu'effectivement, les banques avaient constitué en 2020 un matelas de provision très confortable qui leur offre aujourd'hui la possibilité d'effectuer des reprises à moyen et long terme. Et donc, au final, le RNPG devrait s'améliorer de 2 fois, profitant de l'allègement du coût du risque et de la non-récurrence des dons au fonds Covid-19. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si on retraite de l'impact des dons, le RNPG devrait afficher une belle progression de près de 54%. Donc ça, c'est pour l'année 2021. En ce qui concerne l'année 2022, le RNPG devrait progresser de près de 9%, suite principalement à la poursuite de l'allègement du coût du risque qui va justement accompagner une amélioration attendue de la situation économique. Donc, pour conclure cette partie, je vous propose de revenir rapidement sur nos recommandations pour les différentes banques de notre scope. Donc, on est positif sur Etijari Wafa Bank, BCP et CIH, que nous recommandons d'ailleurs d'accumuler. Pour ce qui est de Crédit du Maroc et de BMCI, on recommande de conserver la première et d'alléger la deuxième valeur. Donc, je laisse la parole à ma collègue Imen pour les secteurs mines et hydrocarbures. Bonjour à tous, merci Khadija. Pour le secteur minier, on assiste actuellement à des tendances haussières des différents métaux qui devraient se poursuivre en 2022. On a d'une part l'amélioration des métaux précieux qui confortent leur statut de valeur refuge dans un contexte d'augmentation des craintes inflationnistes et d'affaiblissement du dollar.
et d'une autre, la consolidation des cours des métaux de base, stimulée par la reprise industrielle mondiale et la flambée des prix de l'énergie. Maintenant, il faut rappeler qu'au S1 en 2021, SNI et CMT n'ont pas vraiment profité du trend haussier des métaux suite à des perturbations sociales pour CMT et à la baisse des teneurs au niveau de la mine de SNI. Pour Minière-Tuicite, l'assainissement du climat social et les bons niveaux de cours laissent présager de bonnes réalisations au S2 2021. Par contre, le retour à une exploitation normale pour SMI reste tributaire d'une découverte majeure d'un nouveau gisement. Au volet stratégique, de bonnes perspectives s'offrent aux sociétés du secteur, notamment Managem et CMT, grâce à leur choix d'investissement judicieux qui s'articule autour de la valorisation de gisements africains et locaux proposant un important potentiel de croissance et l'augmentation des capacités de production de différents pays. Notre opinion reste mitigée sur le secteur puisque nous sommes positifs sur Managem et CMT que nous recommandons d'accumuler et de conserver. Par contre, on est négatif sur SMI et nous recommandons de vendre la valeur. Je vais passer maintenant au secteur des hydrocarbures, représenté dans notre scope de 40 par les valeurs Total Energies et Africa Gaz. Le secteur énergétique devrait connaître une bonne dynamique en 2021 qui va se renforcer en 2022. Donc pour le pétrole, on assiste déjà à l'augmentation des écoulements suite à l'allègement des restrictions sanitaires et des limitations des déplacements, ce qui devrait booster davantage le trafic au niveau des stations de service. Ceci devrait permettre aux opérateurs gaziers de profiter de l'uptrend des prix du pétrole qui devrait accroître d'une manière significative en 2022. Donc, cette ascension devrait s'expliquer principalement par la hausse de la demande dans un contexte de remplacement du gaz et du charbon par le pétrole. Pour le gaz, nous espérons une hausse des ventes tirée par la reprise des cafés, hôtels et restaurants ainsi que des industriels. Il convient par contre de préciser que le secteur demeure fortement exposé aux fluctuations des cotations du brut à l'international, pouvant induire un effet de stock pénalisant. Nous restons positifs sur Total Energies et Africa Gaz et nous recommandons d'accumuler les valeurs dans les portefeuilles. Je vais donner la parole à ma collègue Mbim pour les secteurs agroalimentaires et chimiques. Merci Iman. Alors oui, on va du coup entamer avec le secteur agroalimentaire. Donc pour cette industrie de base, on estime que les réalisations commerciales des sociétés du secteur agroalimentaire, elles devraient profiter d'une certaine reprise en 2021. Donc une reprise qui devrait être boostée par deux éléments clés. Premièrement, une amélioration de la demande locale avec l'allègement des restrictions sanitaires et la reprise des clients industriels et cafés, hôtels, restaurants. Et deuxièmement, une activité à l'export qui serait plus dynamique pour certains opérateurs, tels que Cosumar, Le Sieur ou Woolmans. Bien sûr, ce tableau assez optimiste, il doit être nuancé. Donc, on a des perspectives assez mitigées, notamment en termes de rentabilité, en raison toujours de deux éléments. Le premier, c'est la baisse de la production domestique de la betterave par rapport à 2020 et le repli de la prime à blanc S de 2021 avec le contexte de ralentissement de la campagne sucrière actuelle, donc qui fait suite aux conditions climatiques difficiles. Et le deuxième élément, c'est la poursuite des hausses des prix des matières premières, notamment pour Mutandis et le Sieur Cristal, qu'on a pu observer au S1 2021 et qui, je le rappelle, n'a pas été répercuté sur les prix de vente. Donc, pour ce qui est de nos recommandations pour les valeurs de cette industrie, elles reflètent assez notre analyse nuancée des perspectives. Donc, on est sur du conservé pour Cosumar, Boissons du Maroc, Le Sieur Cristal et Mutandis, tandis qu'on serait plus sur du allégé pour la valeur de Woolmans.
Donc, je vais enchaîner sur le secteur de la chimie qui est, dans notre cas, représenté par SNEP à la Bourse de Casablanca. Donc, on anticipe un maintien de la tendance croissante dans les années à venir. Donc, une tendance croissante qui devrait profiter de plusieurs éléments. Premièrement, on escompte une reprise de l'activité vinylique avec la relance des chantiers BTP, d'assainissement et d'adduction d'eau, puis un effet prix favorable en raison de la hausse des prix de l'éthylène. Troisième élément, ça serait le développement par SNEP de produits à forte valeur ajoutée avec le lancement d'une nouvelle unité Compounds PVC qui devrait être opérationnelle à partir du S de 2021. Et finalement, cette tendance croissante, elle devrait être portée par un objectif d'exporter 20% de son chiffre d'affaires vinylique, donc le chiffre d'affaires de SNEP, de son chiffre d'affaires vinylique à horizon 2024, avec l'homologation de ses produits sur la Turquie, l'Espagne, le Portugal et l'Afrique de l'Ouest. Donc, pour accompagner ces axes de croissance, la société elle a déjà entamé une extension de son usine qui devrait passer à une capacité de production de 120 000 tonnes pour le PVC et de 100 000 tonnes pour la soude à horizon 2024. En plus de l'augmentation de ses capacités, SNEP, elle devrait également upgrader son outil industriel pour produire du PVC compound qui est très utilisé notamment pour les besoins de l'industrie automobile, donc une industrie qui devient de plus en plus une industrie phare de la stratégie industrielle marocaine. En revanche, il convient quand même de souligner que SNEP, elle évolue dans une industrie qui est particulièrement énergivore, tandis que pour l'instant, elle bénéficie toujours d'un cadre réglementaire protectionniste qui pourrait à terme s'affaiblir. Donc, au vu de ces perspectives plutôt encourageantes et globalement encourageantes, on recommande d'accumuler SNEP dans les portefeuilles. Donc maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Dounia Filali qui va reprendre la main sur les secteurs BTP et télécom. Allô, bonjour à tous. Merci Marim. Donc, je vais vous parler un peu du secteur des télécoms. Donc, pour ce qui est de ce secteur qui est représenté justement par Maroc Télécom, 2021 a été, on va dire, une année un peu moins prolifique que l'année précédente, comme l'a laissé entrevoir non seulement les résultats semestriels, mais également les résultats aux 9 mois qu'on a justement eu aujourd'hui. Donc, après une année 2020 où la société a fait preuve vraiment d'une grande résilience face à la pandémie, les revenus de l'opérateur historique de 2021 devraient être plombés par la mauvaise tenue de l'activité mobile au Maroc, et ce, pour plusieurs raisons. D'un côté, on a une intensification de la concurrence, en particulier sur le segment mobile prépayé, qui est davantage élastique en termes de prix et qui a engendré une perte conséquente de part de marché de l'ordre de 4 points au T1 2021. On a une baisse également de l'ARPU. L'ARPU, c'est quoi? C'est l'Average Revenue Per User, qui est un peu le panier moyen du secteur des télécoms. Et ce, tout simplement, à cause d'une perte de pouvoir d'achat de la population et des consommateurs durant cette période de pandémie que l'on vit actuellement. Et un dernier point, c'est le repli des revenus entrants avec le plan de réduction des terminaisons d'appel qui a été démarré par le régulateur et qui devrait s'étaler jusqu'à juin 2022. Alors toutefois, cette tendance baissière, heureusement, qu'elle a été quelque part contrebalancée par certains éléments qui restent tout de même positifs. On a un dynamisme des revenus fixes Internet qui devrait poursuivre sur leur lancée en 2021. Là, on a la reprise également des revenus roaming et internationaux avec l'allègement des restrictions de déplacement à l'étranger. Même si ces derniers sont loin d'atteindre le niveau normatif qui était en 2019, ça reste quand même beaucoup mieux que 2020 avec le confinement, avec les restrictions qui étaient beaucoup plus lourdes. Et enfin, on a la bonne tenue des activités des filiales africaines qui devraient, comme à leur habitude, jouer leur rôle de locomotive. Donc, nos prévisions pour 2021 ont été parfaitement corroborées lors de la publication des résultats d'hier de ce matin, qui sont relatifs aux 9 premiers mois, qui font ressortir une baisse du chiffre d'affaires consolidé d'à peu près 2,6%, notable pour l'année 2021 entre moins 2 et moins 3% à peu près. Et c'est principalement dû à ce qu'on a dit auparavant, c'est-à-dire une baisse des services mobiles au Maroc et une baisse qui a été partiellement compensée par le dynamisme du data fixe et par la reprise de l'international et du roaming. Alors, pour ce qui est de l'évolution du titre IAM en tant que tel, pour nous, cette dernière devait être, on va dire, quelque part tributaire du choix que va effectuer le groupe en termes de distribution de dividendes en 2021, à savoir ou un retour à la politique de distribution historiquement généreuse du groupe, ou alors le maintien de la baisse du PA à l'image de 2020. Alors pour ça, et compte tenu du fait que de notre côté, pour nous, on penche davantage vers un retour des dividendes, on recommande plutôt d'accumuler le titre dans les portefeuilles.
Donc voilà pour le secteur des télécoms. Alors pour les matériaux de construction, c'est un autre son de cloche. On a une année 2020 qui a été cette fois-ci périlleuse, avec un secteur des matériaux de construction qui a beaucoup pris avec la pandémie. Mais c'est un secteur qui semble reprendre du poil de la bête et qui profite même plus que prévu de l'effet de rattrapage des chantiers. Donc, on avait accusé à peu près une baisse de moins 11% en 2020 des ventes de ciment. Et maintenant, à fin septembre 2021, on est à plus 18,3% justement de progression par rapport à septembre 2020 et on dépasse même les niveaux de 2019, à savoir les niveaux pré-pandémie. Donc, en fait, pour les cimenteries, on affiche même des réalisations commerciales au S1 2021 qui sont encore plus positives, qui varient entre 18 et 26% et qui profitent non seulement de la reprise, quelque part, des chantiers, mais également d'un mix produit qui semble plus intéressant. Alors, si on part en termes opérationnels purs, on considère que les cimenteries devraient maintenir leur gain de rentabilité qui a été dégagé en 2020 en poursuivant un peu les efforts d'optimisation des coûts qui avaient été entamés durant la pandémie, justement pour faire face à cette pandémie. On le constate parfaitement avec l'amélioration du niveau de marge au S1 2021, et ce malgré la hausse importante du cours du pétrole qui suit un peu celle du pétrole. Donc, c'est des éléments jusqu'à là, effectivement, qui sont très positifs, mais il faudrait quand même les tempérer pour la simple raison que le secteur reste très fortement corrélé à l'immobilier. Par conséquent, son évolution dépend étroitement de la confirmation de la reprise de l'immobilier. Pour le moment, c'était juste un effet de rattrapage par rapport à 2020 à la reprise des chantiers. Donc là, il faut voir s'il y a justement une nouvelle dynamique d'investissement en termes d'immobilier. Et c'est cette reprise de dynamisme qui pourrait consolider en fait la reprise justement du secteur des BTP. D'un autre côté, on a également un secteur qui a été de tout temps en surcapacité de production, en tout cas ces dernières années, et c'est une une surcapacité de production qui va en fait s'intensifier avec l'ouverture de l'usine de Lafarge Ciment à Agadir. C'est à peu près 1,6 million de tonnes supplémentaires qui va s'ajouter au niveau du marché. Donc une partie de cette capacité de production pourrait être en tout cas absorbée par l'export, notamment en Afrique, même si c'est une petite part. Mais il faut savoir que quand on parle d'export au niveau de l'industrie cimentière, on parle majoritairement de clinker. Et le clinker est un constituant du ciment qui a moins forte valeur ajoutée. Par conséquent, si on exporte plus de clinker, on a forcément un impact à la baisse sur les marges. Alors, pour ce qui est de nos recommandations, nous sommes accumulés pour la Farge Maroc en raison quelque part de sa stratégie offensive dans le sud et ses niveaux de pays qui sont plus intéressants que le ciment du Maroc pour lequel nous sommes à conserver. Donc voilà pour les deux secteurs télécom et matériaux de construction. Je rends maintenant la parole à M. Reda Abid pour la session de questions-réponses. Merci Dounia, merci Rita, merci Khadija, merci Iman, merci Mariam et merci Yassine donc, pour cette présentation très instructive. Pour rester avec nous pour la session de questions et réponses, nous allons accueillir également pour cette session interactive Majd Kbas, le BMCE Capital Bourse. Vous pouvez continuer à nous poser vos questions sur l'application Zoom directement. Donc, sans plus tarder, je vais partager une première question, peut-être avec Yassine, concernant la lecture que fait BKGR du projet de loi de finances 2022. Yassine. Oui, effectivement. Donc, sur ce point-là, il faut dire que le projet de loi de finances de cette année s'inscrit dans la lignée des PLF précédents, s'inspirant fortement des orientations du nouveau modèle de développement, avec notamment la priorité de consolider les bases de la relance économique nationale via la mise en œuvre du Fonds Mohamed VI pour l'investissement, la promotion de l'initiative entrepreneuriale et le soutien des TPME. Et sans oublier la généralisation de la protection sociale qui apparaît également comme une priorité de ce projet de loi de finances 2022. Et il est aussi clair que l'exécutif cherche à maintenir les équilibres macroéconomiques pour ne pas prendre de mauvais risques dans un contexte difficile avec notamment un risque sanitaire toujours présent et des tensions inflationnistes fortes. Voilà, Reda. Parfait, Yassine. Je profite donc de ta présence pour une deuxième question qu'on a reçue sur le risque inflationniste s'il peut toucher le Maroc. Alors pour l'inflation, il est vrai que l'inflation a fortement augmenté dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis et en Europe. Une situation qui s'explique notamment par la hausse des prix du pétrole et des matières premières. Pour le cas du Maroc, l'inflation reste jusqu'ici maîtrisée,
mais il pourrait s'accélérer prochainement, notamment via le canal des importations, probablement avec un décalage de 3 à 6 mois par rapport aux pays partenaires. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, donc l'inflation est maîtrisée, et cela grâce aussi à la politique monétaire conduite par Banque du Maghreb, qui est à la fois accommodante et prudente. Voilà, je te remets la parole, Reda. Parfait, merci. Alors, autre question, cette fois-ci peut-être pour Rita, sur l'impact de la loi de finances ou du projet de loi de finances 2022 sur les sociétés cotées. Mais, oui, tu me... Oui, je t'entends. Voilà. Alors, effectivement, l'une des principales mesures de la nouvelle loi de finances sur les sociétés cotées, c'est la réintégration de la contribution de solidarité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que elle devrait être appliquée aux sociétés soumises à l'impôt dont les bénéfices sont égaux ou supérieurs à 1 million de dirhams. Donc, dans le détail, donc il y a un taux proportionnel, il est de 2% pour les sociétés qui sont dans la tranche de 1 à 5 millions, de 3% pour celles dont les bénéfices sont entre 5 et 40 millions et 5% pour les bénéfices qui sont supérieurs à 40 millions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a calculé cet impact et selon les estimations, elle serait d'à peu près 1 milliard, 1,2 milliard. Donc, comme je le disais au niveau de la présentation, donc la capacité bénéficiaire 2022, au lieu de progresser de 11%, elle ne progresserait que de 7%. Donc, ça impacte d'à peu près 4 points l'évolution de la capacité bénéficiaire. Il y a eu également une autre mesure qui est la réduction du taux marginal d'IS de 28 à 27% pour les sociétés industrielles, mais l'impact reste vraiment marginal, notamment pour les sociétés de notre scope, c'est inférieur aux alentours de 5-6 millions de dirhams, donc ça n'a pas d'impact. En fait, l'impact positif ne peut pas être, est vraiment marginal. Voilà. Parfait. Donc, autre question, Rita, cette fois-ci concernant une valeur, donc HPS, qui est recommandée dans le dernier stock guide à la vente. Une question sur d'un participant, si vous ne pensez pas que les marges sur l'activité processing ne sont pas supérieures et non inférieures par rapport au modèle classique de vente de solutions. Et deuxième point, c'est pourquoi également le fait que la société soit opéable est considéré comme une faiblesse pour les investisseurs plutôt que positif, surtout si l'offre provient d'un opérateur international. Alors, pour ce qui est du processing, donc c'est au fait un paiement à la transaction, donc c'est un peu la tendance mondiale, mais ce qu'on a constaté depuis que HPS a développé cette activité, les marges les marges globales sont moins importantes. Donc, ce qui fait, c'est que c'est plus une activité de volume. Par rapport à la solution, à l'activité solution, on va vendre un produit, on va être facturé au moment de la livraison du produit, alors que là, c'est vraiment plusieurs transactions. Donc, on ne peut être rentable et avoir des marges intéressantes qu'à partir du moment où les volumes vont être importants. Donc, malheureusement, pour le moment, ce n'est pas encore le cas d'HPS. Il faut que l'effet volume soit beaucoup plus important pour avoir des niveaux de rentabilité plus intéressants. Alors, l'autre question par rapport à l'offre, pourquoi c'est un risque le fait qu'elle soit opéable. Si c'est un grand opérateur qui peut être international, bon, ça peut être intéressant, mais ceci dit, on fait confiance au management d'HPS également en tant qu'actionnaire principal. Et vous savez, le cas de changement de tour de table n'a pas toujours été une réussite. Bon, il y a d'autres opérateurs, je ne citerai pas de nom de société, mais on les connaît tous, où le changement de tour de table n'a pas été une situation qui a été favorable pour la société. Donc, parce que, bon, après, l'actionnariat, s'il est trop fragmenté, c'est quelque chose qui peut déstabiliser, notamment en termes de prise de décision, etc. Alors, il y avait une autre question, Reda? Non, voilà, c'est ça. C'était un peu les deux aspects de la question relative à HPS. Alors, je poserai maintenant deux questions peut-être pour Iman. La première concerne l'impact de la décompensation du butane conditionné sur Africa Gas. Iman, je ne sais pas si tu es… Pardon?
Iman, c'est une question par rapport à Africa Gaz sur l'impact de la décompensation du butane conditionné. Oui, donc la libéralisation du GPL conditionné devrait induire un repli ponctuel de la demande sur les 2-3 premières années. C'est une baisse qui a été estimée par le management de 1,5 à 2,5%, avant de retrouver son niveau normatif par la suite. Donc, cette baisse s'explique essentiellement par l'inélasticité de la demande pour le butane en raison de sa compétitivité. Donc, on sait tous que on connaît tous l'importance stratégique en tant que produit social de première nécessité, sachant que le butane couvre à lui seul près de 95% des besoins énergétiques du pays en gaz. Parfait. Alors, autre question, Iman, cette fois-ci plusieurs questions qui concernent la valeur Managem. Quelles seraient pour vous en fait les perspectives en 2021-2022? Est-ce on peut espérer un retour à la distribution pour Managem en 2021? Et enfin, quel serait l'impact du récent coup d'État au Soudan sur la production? Alors, pour ce qui est du coup d'État, il est difficile aujourd'hui d'évaluer les répercussions sur les opérateurs miniers étrangers au Soudan. Par contre, si on prend référence du premier coup d'État mené en 2019, par les mêmes éléments militaires, nous pensons que l'activité de Managem ne serait pas remise en cause dans ce pays. Maintenant, en ce qui concerne les perspectives, le groupe devrait afficher des niveaux de marge confortables sur la période 2021-2023, en capitalisant principalement sur la diversification de son portefeuille, qui lui permet de profiter de la tendance haussière des différents métaux, et le maintien des efforts de rationalisation des charges à travers la poursuite de la concrétisation de son programme d'excellence opérationnelle. Il faut savoir que ce programme devrait se traduire par un gain en EBE de plus de 300 millions de dirhams, qui est composé d'un effet de repli de cash cost et d'amélioration des volumes. Managem pourrait aussi capitaliser sur ses orientations stratégiques ambitieuses pour maintenir une croissance rentable et renforcer sa position sur l'or. On a d'ailleurs l'expansion de la mine de Gaba, le lancement de l'exploitation du projet aurifère de Trikao S2, et tout cela devrait donner à Managem la possibilité de produire annuellement 9,7 tonnes d'or par an et porter la contribution de l'or dans le chiffre d'affaires à 50%. Merci Iman. Alors une question, cette fois-ci plutôt marché, donc peut-être Majd, s'il est avec nous, sur l'opinion, son opinion sur l'évolution du marché en 2021 et le niveau de clôture éventuel en fin d'année. Majd, je pense qu'on t'entend là. Bonjour, je ne sais pas si vous me voyez, c'est bon? Oui, oui. Merci Reda pour cette question qui revient à chaque fois forcément. On peut comprendre l'intérêt de nos clients investisseurs sur l'évolution du marché d'ici fin d'année. C'est vrai que je vais… On t'entend un petit peu de loin, donc je ne sais pas si tu peux te rapprocher un peu du micro. Ah, je suis mieux? Oui. Bon, parfait. Donc, voilà, je vois la première page, on va dire, de la présentation de BKGR. Je vais me permettre de leur emprunter leur titre. C'est vrai que le marché a fait une remontada plutôt spectaculaire depuis le point bas qu'on avait eu en mars 2020. Une remontada de pratiquement 48% de hausse. Et c'est vrai qu'on aura de se poser la question, est-ce que cette belle chevauchée aura une fin ou effectivement, elle pourrait se poursuivre? Bon, c'est vrai que lorsqu'on regarde un peu les niveaux de valo, parce que c'est ce qu'on regarde en tant que professionnel avant toute chose,
on voit que les niveaux à l'eau sont quand même assez élevés, avec des PE qui frôlent les 27 en moyenne sur le marché pour 2021, et on serait sur du 22 en 2022, hein, sans jeu de mots. C'est vrai que les niveaux sont assez importants. Cela dit, il faut savoir aussi que les réalisations, comme l'a présenté l'équipe BKAGR, sont assez probantes, puisque nous sommes sur une croissance de la masse bénéficiaire de quasiment 26% pour 2021, si on retraite des dons Covid et du reste. Alors, pour la petite comparaison, il faut savoir que je dirais au mois de mai, pour ceux qui avaient suivi avec nous la présentation du forecast, on était sur plus 6, donc retraité de tous les éléments exceptionnels. Là, on est à plus 26, donc pratiquement plus 20. Donc, calcul d'épicier, il y a quand même 20% de plus par rapport à ce qu'on aura pu prévoir, ce qui retrace un peu, je dirais, l'intérêt pour le marché action. Ceci dit, bon, ça on l'a bien exprimé. Faut savoir aussi que le marché en ce moment regarde les fondamentaux, comme je l'ai dit, mais regarde aussi les flux. Et donc, ce sont les flux qui sont le principal driver sur le marché. Pour le moment, les flux acheteurs sont toujours présents. Certes, peut-être pas avec je dirais, un élan aussi puissant qu'on a pu assister les mois précédents, mais ils sont toujours là et ils entretiennent un peu cette tendance, en tout cas, d'ici fin d'année. Pour le faire simple, la question est de savoir est-ce que le marché va avoir un rallye d'ici fin d'année, comme on a l'habitude de le connaître sur certaines années fastes. La réponse est la probabilité qu'on ait un rallye, on va dire, n'est pas exclue, on va dire en tant que tel, mais il dépendra éminemment de la manière avec laquelle les opérateurs, l'art et la manière avec laquelle ils vont implémenter leurs opérations d'achat. S'il y a des achats compulsifs, des retardataires, on va dire, ils peuvent pousser le marché vers de nouveaux sommets. Pour la petite comparaison, il faut savoir, sur les 13 300, 13 400 points, nous sommes sur des plus hauts historiques. Il faut revenir depuis 2018 même, il faut revenir à 2008 pour avoir des niveaux quasiment similaires. Vous voyez très bien que nous avons déjà pas mal fait un bon petit bout de chemin. Et là, clairement, toute hausse, on va dire, du marché, ça viendrait peut-être ponctionner la hausse qu'on pourrait avoir en 2022, qui resterait quand même une année intéressante, puisque une croissance de la masse bénéficiaire de 11%. Toutefois, pour 2022, on va dire le contexte global pourrait être un peu plus difficile, un peu plus compliqué d'ailleurs, parce que probablement, on aura bien évidemment, on le constate déjà, la hausse des matières premières, énergie et matières premières aussi, qui aura forcément un impact sur les coûts et donc les marges. On voit aussi, et ça c'est quasi normal, on a bien vu la prévision de la croissance pour l'année 2022, c'est quasiment la moitié de celle de 2021. Donc, on peut expliquer que l'élan du Masi en 2021 sera moins prononcé qu'en 2021. Et bien évidemment, je dirais la variable qui revient toujours et sans cesse, c'est la campagne agricole. Hein. Donc, il faut rappeler qu'en 2021, on a quand même eu une très belle campagne agricole. Est-ce que ça va se répéter en 2022 ? La question est posée. Donc, très rapidement, le marché se porte bien, il est bien orienté, les flux à l'achat sont toujours présents, mais le potentiel ou l'upside me semble aujourd'hui plutôt contenu autour de 2 à 3% maximum. Nous espérons avoir des nouvelles un peu plus intéressantes, je pense, sur le T1 2022 qui pourrait donner un nouvel élan, un nouveau souffle à l'indice. Ouais. Parfait, merci pour ces éclairages. Prochaine question, elle est pour Rita. Elle concerne en fait l'impact de la légalisation du cannabis sur les sociétés cotées. Oui, alors je reprends tout de suite. Alors, l'usage du cannabis pour les sociétés cotées devrait à l'heure actuelle concerner plutôt Sotema, puisqu'effectivement, on devrait être sur vraiment le côté thérapeutique, le cannabis à usage thérapeutique qui devrait être mis en place. Alors, et Sotema serait a priori déjà en train d'étudier un projet pour ce type d'activité, une fois que les décrets devraient être opérationnels. Après, en fonction de cette loi et des décrets, de ce qu'elle va permettre, on pourrait avoir éventuellement d'autres opérateurs qui pourraient se lancer vers ce type de produits, comme des opérateurs agroalimentaires avec des produits, enfin tout ce qui est huile ou tout ce qui est, enfin voilà, le champ
champ est assez large, mais pour le moment, c'est un peu prématuré de pouvoir élargir le champ de l'application en dehors de l'usage thérapeutique. Voilà. Ok, parfait, merci. La prochaine question, elle est pour Myriam. Elle concerne la valeur SNEP. Quelles sont pour vous les perspectives à moyen terme pour SNEP sur l'électrolyse et le PVC? Alors, pour les perspectives à moyen terme pour SNEP sur ces deux segments. Donc, il faut rappeler d'abord un peu ce qui s'est passé en 2020. Donc, la crise sanitaire, elle a propulsé en fait davantage ce segment compte tenu du fort engouement qu'il y a eu sur la partie électrolyse, donc la soude et le chlore pour l'eau potable, et en plus qui délivre des marges assez confortables. Donc, pour ce qu'on a pu observer sur le S2 2020, pour ce qu'on devrait observer sur le S2 2021, on devrait faire face à une poursuite d'un léger repli de la demande pour les produits issus de l'électrolyse qui sont utilisés notamment pour le traitement bactériologique de l'eau potable ou encore pour la fabrication des produits d'hygiène. Donc, pour ce qui est du segment vinylique, on pense que SNEP elle devrait profiter d'un effet prix important avec la hausse des prix de l'éthylène. Donc, pour rappel, l'éthylène qui est un dérivé du pétrole, on avait un prix moyen de près de $700 à fin 2020 contre plus de $1 000 en juillet 2021. Donc, c'est une hausse qui représente près de 45%. Maintenant, il y a quand même certains risques qui planent autour des perspectives de SNEP. Et le risque principal, ça serait qu'il y ait encore une nouvelle réquisition par les pouvoirs publics des capacités en cryogénisation de la société en cas de pénurie d'oxygène à usage médical, comme ce qu'on a pu observer durant l'été lors du pic de contamination durant la période estivale. Donc, c'est une réquisition qui avait induit une baisse de la production de la société pendant près d'un mois en été dernier et qui pourrait se reproduire en cas d'aggravation de la situation épidémiologique. J'espère que ça a répondu à la question. Oui, parfait. Peut-être tant que tu es là, peut-être une deuxième question pour toi, Myriam, c'est sur les perspectives du secteur agroalimentaire en 2022. Alors, d'accord, pour les perspectives du secteur agroalimentaire en 2022, donc globalement, on devrait assister à une réelle consolidation de la reprise des ventes. Donc, on s'attend à une ouverture totale des cafés, hôtels, restaurants et un allègement définitif des restrictions en 2022, ce qui devrait, selon nous, permettre de retrouver un niveau assez normatif pour la consommation. Maintenant, cette bonne orientation globale du secteur anticipée, elle peut ne pas profiter à la rentabilité opérationnelle des opérateurs, comme ce qu'on a vu en 2021, en raison, et comme ce qu'on a précisé au niveau de la présentation, de l'évolution du coût des intrants qui pourrait fortement peser sur les marges des opérateurs. Donc, globalement, c'est ça pour les perspectives du secteur en 2022. Parfait, ben, merci beaucoup, Myriam. Alors, question sur le secteur bancaire cette fois-ci, donc pour Khadija. Khadija, si tu peux nous parler ou nous détailler l'évolution du coût du risque en 2021 et 2022 et peut-être une lecture globale du dernier rapport de Fitch Ratings sur le secteur bancaire. D'accord, oui, bien sûr. Donc, je vais commencer par la question sur le coût du risque. Donc, c'est une question qui revient d'ailleurs assez souvent. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le coût du risque devrait baisser de près de 35% en 2021. Donc, pourquoi? Parce qu'effectivement, les banques avaient adopté l'année dernière une politique de provisionnement anticipative et prudente qui avait d'ailleurs conduit à une hausse de près de 3 fois du coût du risque et qui devrait justement leur permettre aujourd'hui d'afficher une tendance baissière sur ce volet, donc que ce soit en 2021 ou en 2022. D'ailleurs, c'est une tendance qui a même été amorcée au S1, on l'a vu avec la baisse de près de 30% du coût du risque. Donc, pour récapituler, on devrait assister à une amélioration du taux du coût du risque, donc à 1,1% en 2021 et à 0,9% en 2022,
contre 1,8% en 2020. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un niveau qui reste quand même largement supérieur par rapport à ce qui a été constaté en 2019. Donc, le taux du coût du risque en 2019 était de 0,7%. Et c'est un taux qui aujourd'hui devrait se réduire de façon progressive sur les années à venir. Par rapport à ta deuxième question, Reda, je pense que c'était par rapport au rapport de Fitch Ratings, c'est ça? Donc, effectivement, Fitch Ratings a publié une note sur les perspectives qui devraient se présenter pour le secteur bancaire marocain, donc il y a 2 semaines à peu près. Donc, ce qu'il faut retenir du rapport, c'est que selon l'agence, la profitabilité du secteur devrait s'améliorer en 2021. Grâce notamment à l'effet de base qui est lié à la non-récurrence des contributions au fonds Covid-19. Donc, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Mais un retour à un niveau d'avant-crise ne serait envisageable qu'à partir de 2023. Donc, de l'autre côté, on partage l'avis de Fitch Ratings dans le sens où, effectivement, nous aussi, on prévoit une forte hausse des réalisations des banques, que ce soit en 2021 et en 2022, mais un retour au niveau de la capacité bénéficiaire qui a été observé en 2019 n'est prévu qu'en 2023 à notre niveau. Donc on partage leur avis de ce côté. Et c'est une situation qui va s'expliquer justement par l'allègement du coût du risque qui va se faire de façon progressive. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Parfait, ouais. Une dernière question, elle sera pour le secteur bancaire. Non, il y aura une dernière question, mais elle sera pour Dounia, cette fois-ci sur les télécoms. Et donc plus particulièrement sur l'impact de la baisse des terminaisons d'appel d'un côté et l'impact du dégroupage donc sur les réalisations de Maroc Télécom. Alors, pour l'impact de la baisse des terminaisons d'appel, en fait, il demeure... En fait, il est un peu difficile à quantifier car les frais d'interconnexion sont intégrés directement dans les appels entrants. Et on ne dispose pas de la ventilation au niveau du chiffre d'affaires entre les appels entrants et les appels sortants. Parfois, néanmoins, en fait, si l'impact est bien négatif sur le chiffre d'affaires, de par la symétrie tarifaire qui est en vigueur, il serait plutôt, on va dire, positif sur les marges car le montant par minute qui est payé par un client Maroc Télécom pour écouler une conversation téléphonique à travers le réseau d'un de ses concurrents va également être inférieur, ce qui va réduire au final ses coûts. Donc, à retenir au final, c'est vraiment impact négatif sur le chiffre d'affaires, mais impact positif au niveau des marges de l'opérateur. Alors, pour ce qui est du découpage, effectivement, c'est une question qu'on se pose depuis longtemps, qui a été l'objet de beaucoup d'allers-retours. En fait, a priori, le découpage devrait avoir un double impact négatif sur l'activité fixe au Maroc. Déjà, on va avoir un impact volume, parce qu'on va avoir une perte de marché au profit des nouveaux entrants qui vont également récupérer des clients au niveau de Maroc Télécom. Et d'un autre côté, on va avoir une baisse de l'ARPU fixe avec le lancement d'offres agressives de la part des concurrents. On pourrait s'attendre à ça pour attirer des clients et constituer eux-mêmes leur base d'abonnés. Même si on voit bien que les concurrents ont du mal à construire des offres sur la base du découpage, aussi bien partiel que total, et préfèrent investir quelque part dans leur propre réseau de fibre optique, qui a pour effet de décupler les installations sans rechercher quelque part leur optimisation, comme c'est vraiment le cas dans d'autres pays. Donc, parfait. Voilà pour tout ce qui est impact découpage. Voilà. Parfait, Dounia, merci. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions qui nous ont été posées. Donc, j'aimerais vous remercier tous pour vos interventions et vos éclaircissements. Je remercie également au nom de BMCE Capital les invités qui ont pu nous rejoindre ce matin. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour d'autres rencontres et d'ici là, portez-vous bien. Très bonne journée.